on est aujourd'hui 8 milliards d'habitants sur la planète. On prévoit 10 milliards en 2050. Euh, Évidemment, c'est-à-dire donc dans 27 ans. Ça veut dire que ces personnes, il va falloir les nourrir, évidemment. Euh, Monder, tu m'avais demandé de définir un petit peu la sécurité alimentaire. Moi, en un mot, ce qu'on avait dit ensemble, euh, tout simplement, le sujet, c'est manger à sa faim, sainement, et de manière à éviter tous les problèmes de malnutrition liés au manque alimentaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un sujet qui a été rappelé là, cette année, je crois que c'était en début février, une déclaration commune de tous les organisations internationales concernées, l'OMC, la FAO, l'ONU et quelques autres, concernant le problème de la sécurité alimentaire mondiale. On a donc une insécurité qui s'est détériorée, en fait, et ça depuis plusieurs années, avec 350 millions de personnes qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Alors voilà, l'enjeu est posé. Maintenant, l'objectif, c'est de faire un focus sur la façon dont la distribution, la logistique, la qualité de la distribution, la qualité de la logistique répondent à cette question, cet enjeu de la sécurité alimentaire. Ce sont des leviers majeurs et l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre en quoi, en fait, ce sont des leviers majeurs et en quoi ils peuvent contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique. Et donc, pour cela, je m'appuierai sur un panel d'experts qui interviendra, que je présenterai donc tout à l'heure. Et l'objectif, c'est vraiment de faire de cette séquence un lieu d'échange, d'expertise qui sera ensuite repris sur les futures interventions et futurs projets que nous aurons. Donc, avant de vous présenter le programme, vraiment un rapide rappel sur Convergence Internationale. Vous savez que bon, nous sommes un opérateur multiservice pour le développement des entreprises et des organisations sur l'axe Europe-Afrique. On intervient donc en s'appuyant sur des solutions digitales, de l'expertise, un réseau et des équipes opérationnelles terrain. On intervient dans plusieurs secteurs clés et un des secteurs clés, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Je vous partage tout de suite le programme que nous allons traiter ce matin. Trois points: organiser et développer un commerce moderne garant de la sécurité alimentaire, avec donc Jean-Luc Lécher, que je présenterai là dans un moment et qui sera donc l'intervenant principal. Il nous parlera de l'exemple de la distribution française et en particulier de Carrefour où il a travaillé. Deuxième sujet, organiser, structurer la supply chain dans le secteur agroalimentaire. Là, deux intervenants, je dirais, experts du sujet, Mander Kanfir, qui est un expert de la supply chain au niveau international, et puis Vincent Haguet, qui témoignera et nous expliquera ce que un groupe indien a fait dans ce domaine-là. Et on terminera avec le sujet de l'innovation dans le secteur agricole et on donnera la parole à un entrepreneur tunisien qui nous dira en quoi, en fait, sa solution, son approche répond aux enjeux de la sécurité agroalimentaire. Les questions, elles seront
au fur et à mesure, ce que je vous propose, hein, et on aura aussi une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Je voudrais tout de suite donner la parole à Jean-Luc. Jean-Luc, vous êtes un ancien directeur des partenariats chez Carrefour. Vous êtes un expert du commerce. Vous faites l'amitié là d'intervenir sur le sujet pour nous expliquer comment l'organisation, le développement d'un commerce moderne peut être justement le garant de la sécurité alimentaire dans des environnements donc comme l'Europe, comme la France en particulier où vous avez travaillé, mais évidemment aussi dans les autres régions du monde. Donc Jean-Luc, je vous laisse la main. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez que je déroule la présentation ou est-ce que vous voulez la partager de votre Non, côté? mais vas-y, tu peux dérouler la présentation et au fur et à mesure, je te dirai peut-être slide suivant, mais c'est pas bien Très grave, mais bien, je très te bien. laisse faire. Alors on y va. Bien, j'ai mis au départ quelques définitions. On parlera de l'environnement des différents marchés et magasins sur principalement la France. L'importance de la partie marchandises, les différents types de magasins qu'on peut trouver, parce que bien sûr, il y aura d'énormes différences quand on parle de la GMS, grande et moyenne surface traditionnelle, ou dans laquelle on a déjà des aspérités entre la proximité et les hyper super, et la partie hard discount qui est toujours, enfin qui est d'actualité en France, beaucoup d'actualité avec les inflations qu'on a subies. La notion de prix, autant le prix à l'achat que le prix à la vente, la relation fournisseur, et puis un petit point particulier justement sur le hard discount. Donc, une redéfinition qui est relativement simple parce que tout le monde parle des grandes surfaces, on emploie le mot de supermarché par rapport à hypermarché, très souvent mal à propos. Donc, un hypermarché, bah, c'est par rapport à une taille de magasin, c'est l'historique des grands groupes de distribution, notamment de Carrefour, les supermarchés qui sont en regain d'intérêt, les magasins de proximité où les clients français vont de plus en plus. Le cas spécifique, c'est le drive qui a quand même explosé grâce ou à cause de la Covid, notamment. Le hard discount, donc aujourd'hui sur la France, on est plus sur du soft discount que sur du hard discount. Depuis l'origine, ça a quand même beaucoup évolué. Il y a les grands magasins qui sont du non alimentaire. Alors c'est vrai que moi je suis plus spécialisé dans l'alimentaire. Les grandes surfaces spécialisées, le e-commerce qui a également explosé grâce ou à cause de la Covid, et les environnements d'implantation. Tu peux passer. Donc un magasin, quand il s'implante, il va s'implanter en ayant un point de vente avec sa zone primaire. Donc on qualifie de zone primaire en France quand c'est à moins 5 minutes du point de vente. Quand on passe en zone secondaire, on est entre 10 et 15 minutes du point de vente et on est supérieur à 15 minutes quand on parle de zone tertiaire. Donc chaque zone géographique où s'implante un magasin est découpée en fonction de ces différentes zones. L'intérêt, ça va être de connaître son client, puisque la base, on ne serait pas présent en distribution s'il n'y avait pas de client. Donc, quand je parle de CSP, pour éviter les acronymes, donc les catégories socio-professionnelles. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé sur le magasin de Montesson, entre autres, où là, on était sur des CSP qu'on appelait plus, parce que c'était des CSP à fort pouvoir d'achat. Donc, ça a énormément d'incidence sur l'implantation du magasin, sur les assortiments qu'on veut vendre. Il est évident, quand on est sur une zone CSP++, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il faut implanter un hard discounter ou est-ce qu'il faut implanter un monoprix, pour faire simple? Quelle est la concurrence qui est présente sur ces différentes zones? Quels sont les accès qu'on peut avoir? Juste pour une anecdote, en Chine, quand Carrefour était présent, les Chinois étant peu équipés de voitures, ils avaient mis en place des liaisons de bus gratuites pour accéder au magasin. C'est juste un exemple.
En fonction du lieu d'implantation, quel type d'approvisionnement on va utiliser. Si vous avez derrière un magasin, ce que j'ai connu à Montesson, des champs de salade, la salade, vous n'allez pas l'acheter sur la centrale d'achat, vous allez l'acheter directement au producteur qui est derrière le magasin. C'est un exemple. Bon, l'approvisionnement aussi, c'est est-ce qu'on fait des entrepôts ou est-ce qu'on approvisionne directement un magasin via le fournisseur? Un autre exemple, il y a des années, donc, je travaillais avec Cristalline qui faisait la marque distributeur, le premier prix, la marque nationale. J'ai fait une étude pour pouvoir les passer sur les hypermarchés en direct magasin et ne pas avoir de coup de fourche sur entrepôt. Coup de fourche, c'est je décharge le camion, je mets dans le rack, donc ça a un coût et ça fait ce qu'on appelle une rupture de charge, le temps de stocker la marchandise et de la renvoyer. Bilan des courses sur le total du dossier Cristalline, pour les hyper, ça a fait 4 millions d'euros de gains logistiques. Quel est donc le type de stockage qu'on va utiliser? Est-ce qu'on fait du picking? Picking, c'est-à-dire que je vais piocher dans les cartons pour envoyer des petites quantités magasin par magasin. Et comment le magasin serait amené à disparaître ou à évoluer? Je peux passer à la suivante, merci. Donc, pour la partie Carrefour, 1976, il y a eu ce qu'on a appelé la création des produits blancs. C'est comment je peux vendre moins cher tout en étant aussi bon. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, le client a attendu des produits un peu plus, si je peux me permettre, sans être vulgaire, la métaphore, un peu plus sexy. Et donc, on est arrivé à une segmentation de cette marque Carrefour jusqu'à aujourd'hui, où on a aujourd'hui la marque simple, qui est l'ex-marque Premier Prix de Carrefour. On a Carrefour Bio, les filières qualité, Reflet de France, Carrefour sans gluten, le Veggie qui est apparu il y a quelques années, Carrefour Sélection étant le haut de gamme. Bon Appétit, c'est ce qu'on appelle le prêt-à-manger. Par exemple, la zone où vous pouvez acheter les sandwichs et les boissons prêtes à emporter, que vous avez très souvent à l'entrée des magasins pour bénéficier d'un circuit court où derrière le client qui travaille dans le bureau à côté fait pas tout le tour du magasin pour aller acheter d'un côté ses sandwichs, de l'autre côté ses boissons, mais a tout de réuni sur une même banque froide. On a des marques spécifiques sur les alcools et spiritueux et toute une partie qui sont les produits historiques, les produits Carrefour. Alors là, ils sont allés, à mon avis, un peu loin où ils ont sursegmenté en créant des sous-marques sur les produits standard Carrefour que vous pouvez voir sur le côté droit. Mais c'est un éternel recommencement. À un moment, quand Carrefour a commencé à être beaucoup challengé sur le prix, ils ont créé une marque qui s'appelait Carrefour Discount pour bien faire comprendre aux clients qu'on pouvait trouver des produits qui étaient des produits pas chers chez Carrefour, avec toute une discussion qui a duré quelques mois de dire est-ce qu'on signe Carrefour ou pas. Si on signe Carrefour, on identifie un certain niveau de qualité. Si on signe juste Discount, on est sur une autre marque, même si elle est fabriquée pour Carrefour, où on n'a pas les mêmes impératifs. Un exemple tout simple, quand je fais des spaghettis 500 grammes, j'ai un film plastique, le même spaghetti si je fais de la marque distributeur ou si je fais de la marque style Vision Hard Discount. Je reviens sur deux marques qui ont été des marques, et là on peut parler justement de qualité et de traçabilité, qui a été la création des filières qualité Carrefour, qui concernent principalement les produits frais. Dans ces filières, elles ont été créées en 1992. Aujourd'hui, Carrefour dispose de 120 filières, soit 25 000 producteurs. À peu près 70% des fournisseurs de produits frais sont dans cette démarche filière qualité Carrefour, qui implique un cahier des charges signé avec l'industriel qui est très drastique. Je citerai pour exemple, c'est sans OGM, ça parle du bien-être animal. Exemple, Carrefour s'est interdit de travailler sur des œufs de poule élevés en cage et c'est un gage de qualité quand on prend tous ces critères qui sont imposés bien sûr pour les clients. Quand on parle de Reflet de France, c'est une marque un peu à part. Ça a été un héritage du mariage de Carrefour et de Promodès. Ça a été créé en 96, donc ça date quand même pas mal. Ce ne sont que des PME et des entreprises de taille intermédiaire avec des recettes traditionnelles. Toutes les recettes sont validées par Joël Robuchon, qui est un grand chef cuisinier français, et ça représente à peu près 570 références. Et ça va très loin parce que cette marque n'est pas forcément identifiée
auprès du client comme une marque de Carrefour, à tel titre, des réclamations clients chez Auchan, je n'ai pas trouvé Reflet de France. Ça, c'est pour le fun que je vous raconte ça. On va passer à la suivante. Alors, il y a eu aussi fait sur des typologies, une segmentation sur des typologies de magasins. Donc, à gauche, vous avez le logo de Carrefour Hyper. Il y a Carrefour Market, Carrefour Contact, Carrefour City. Alors, la différence entre Contact et City, c'est à peu près le même type de magasin, sauf que Contact, c'est le magasin de proximité que vous avez à côté de chez vous, et City, c'est le magasin de proximité uniquement citadin. Mais c'est à peu près le même assortiment. Carrefour Express, bon, c'est des toutes petites structures. Il y a eu de créer aussi Carrefour Montagne pour les régions de ski, Carrefour Bonap qui est de la restauration, et ça va jusqu'à la segmentation avec des enseignes comme Bio c'est bon, Promo Cash qui est l'équivalent de Métro mais en beaucoup plus petit et qui fait du cash and carry, qui est allé jusqu'à s'implanter en Inde. Je ne sais pas s'ils sont toujours présents, mais à mon avis, ils sont retirés de l'Inde. Ouais, ils sortiraient. Après, en allant plus loin dans la dichotomie, vous prenez un Carrefour hypermarché pour s'adapter à sa zone de chalandise, pardon. Ils ont créé des assortiments qui sont gigognes. Donc, ça va du T1 jusqu'au T3 et 3 petits points parce qu'il y avait même des T5, T6, T3. Ça veut dire qu'il y avait un assortiment à minima que devait posséder un magasin qui était le T1, l'assortiment le plus court, jusqu'à des assortiments qui vont jusqu'à T5 où là, on a des produits locaux. Et donc, le magasin se positionne rayon par rayon sur une des typologies de famille en fonction de sa zone de chalandise. Tu peux passer, s'il te plaît. Pour la partie prix, alors là, je parle de prix à l'achat, ont été créées des centrales d'achat. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au préalable, les magasins achetaient leurs marchandises en direct auprès des fournisseurs. Donc moi, j'ai connu ça dans les années 95 à peu près, où on achetait le vin aux producteurs du coin, où on avait un assortiment très spécifique. Donc une grande latitude auprès des directeurs et chefs de rayon de magasins. Puis est arrivée la fusion de certaines centrales d'achat comme il y a eu avec Promodes et Carrefour pour créer des super centrales d'achat centralisées, de manière à avoir suffisamment de volume à proposer aux fournisseurs, bien sûr, dans le but d'une réduction des prix d'achat. Puis sont arrivées les super centrales. Alors là, je cite le cas d'Envergure, sauf que Envergure, ça vient de se terminer en fin 2022, qui était une centrale d'achat commune entre Carrefour et Système U. On assiste aujourd'hui à une fermeture de certaines de ces centrales d'achat. En fait, ce n'est pas dû à la volonté du distributeur, mais à la volonté de la loi française par rapport à la concurrence qui a énormément changé. La dernière en date, qui est Egalim 3, donc c'était les états généraux de l'alimentation qui ont commencé en 2017, où est arrivé en 2018 Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3. C'est pas sans niveau d'importance parce qu'en fait, ce qui s'est passé au niveau de ces centrales d'achat, ils ont été obligés de prendre le prix, alors c'est la dernière en date, le prix du fournisseur sans négociation des matières premières agricoles. Donc, vous imaginez l'année dernière ce que ça a pu donner dans les centrales d'achat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une demande. S'il y a des questions, vous me coupez. Et c'est pour ça qu'il y a une demande aujourd'hui du gouvernement. Paradoxalement, c'est un peu hystérique. Messieurs les distributeurs, baissez les prix, mais messieurs les distributeurs, vous ne pouvez plus négocier les matières premières agricoles, acceptez les hausses des fournisseurs. Donc, c'est un peu complexe pour la distribution de pouvoir jouer sur les deux tableaux. C'est pour ça qu'il y a des demandes des distributeurs avec Système U qui s'est un peu mis en avant là-dessus, mais pas que. Il y a aussi Intermarché qui est intervenu là-dessus. Le seul qui n'est pas intervenu trop, c'est Leclerc, qui est une demande de réouvrir les négociations, puisque la loi nous impose, depuis la loi de modernisation de l'économie, de négocier de décembre à fin février. Et aujourd'hui, ça ce qui a été la négo de 2023, ça s'est fait sur des bases de produits qui étaient très, très inflationnistes. Et donc, du coup, les distributeurs ont accepté des augmentations qu'ils ont
tout ou partie répercuté au niveau du consommateur, sauf que là, ça commence à coincer par rapport au pouvoir d'achat, où les distributeurs disent bah, vous êtes gentils, mais soit vous changez la loi, soit vous nous autorisez quand même à négocier toute l'année, ce qui se fait dans tous les pays du monde. Qui va être en permanence à tes côtés, qui est toi qui es malade. Donc, Euh, attends au moins un jour ou on deux. va prendre les questions plutôt à la fin de ton intervention, Ouais. si Tu tu peux veux revenir bien, sur le slide Jean-Luc. juste avant? Dans votre chambre, dans ta chambre. Oui. Donc, il y a des supercentrales qui se sont créées. Donc là, j'ai cité l'exemple de Oxo, qui regroupe toute la partie casino, plus Intermarché, avec son enseigne Netto, entre autres, plus Deleuze, qui comprend Cora. Tu peux passer à la suite, parce que je vais avoir dépassé mes 10 minutes, là. Merci. Et ce matin, donc j'en ai fait une photo que j'ai renvoyée tout de suite à Jean-Pierre. Une nouvelle, il y a un changement qui risque d'intervenir chez Casino, qui ferait un accord avec Teract, qui est InVivo, hein, et le groupe Casino et Intermarché. Alors là, pourquoi j'ai mis cet impact quand on parle de traçabilité alimentaire? Il faut savoir qu'une coopérative comme InVivo travaille énormément, bien sûr, sur la traçabilité. InVivo, pour votre info, c'est des marques comme Jardiland et Gamme Vert. Donc, comme c'est une coopérative, bah, ils travaillent énormément avec l'amont. Donc, de là, on peut se douter qu'il va y avoir une nouvelle expertise dans ce nouveau groupe qui va être justement sur la traçabilité alimentaire, mais pas que. On en parle énormément aujourd'hui, c'est la souveraineté alimentaire. Alors, c'est différent de la traçabilité qui apporte de la sécurité. La souveraineté alimentaire, c'est demain, est-ce qu'on va être capable, notamment en France, où l'agriculture est en train de se dépeupler à vitesse grand V. Alors, je ne reviens pas sur les raisons, vous pouvez me les poser parce que je connais très bien le monde agricole, mais c'est surtout comment demain, on va être capable de produire pour tous, capable d'exporter au niveau agroalimentaire, en sachant aussi que l'on a des normes européennes sur les produits bio et les produits alimentaires qui sont différentes pays par pays. Dernier exemple qui a eu en date, c'est un insecticide qui est utilisé dans les bateaux pour désinfecter les cales des bateaux que tous les pays demandent au niveau de l'international et que la France vient d'interdire. Ça voudrait dire potentiellement, si on ne veut plus l'utiliser en France, ce produit qui est suspecté d'être cancérigène potentiel, si la France se l'interdit, la France ne peut plus exporter de céréales. 2,9 milliards à l'année. Hein. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, c'était pour citer des exemples. Donc, je suis disponible. Ah si, je parlais des prix de vente qui a été un des drames de la grande distribution, principalement initié par Michel-Édouard Leclerc, qui a été de dire on fait des promotions, on baisse les prix, donc tout le monde s'est appauvri, autrement dit paupérisation des différents marchés, des industriels qui ont voulu participer à cette guerre, pour certains, ont mis la clé sous la porte, voire des distributeurs aussi ont puisé dans les marges, ils ont baissé les prix, ils ont essayé de prendre de la part de marché, sauf que pour raisonner marché français, quand le marché fait 100, il ne fera pas 200 demain. Donc, ça veut dire que chacun est allé manger dans la gamelle de l'autre, pour faire relativement simple. Après, une des forces qui a été la force de la grande distribution, où depuis la France a légiféré, étaient les délais de paiement. Les délais de paiement, avant la LME, la loi de modernisation de l'économie, les délais de paiement entre clients et fournisseurs, bien sûr, le client qui achète dans le magasin paye pratiquement ce qu'on appelle au cul du camion pour être vulgaire et parler grande distribution, donc paye sur des délais très courts. Le distributeur, lui, à l'époque, essayait d'avoir les délais paiement fournisseurs les plus longs possibles pour faire de la trésorerie et pouvoir investir. Donc, on montait à des 120 jours, 190 jours. Bon, aujourd'hui, la loi est passée par là et c'est barémé. Et aujourd'hui, on est en général sur du 60 jours ou sur du 45 jours fin de mois. Et il y a des délais spécifiques pour les fruits et légumes. La GPA, pas la gestion pour autrui, hein, qui est la gestion partagée des approvisionnements, ça a été mis en place dans toute la distribution, qui est de dire, on vous donne de la donnée, vous êtes capable de savoir ce que l'on a en stock, on vous les vend, bien sûr, on vous vend les ventes, et donc vous êtes capable de savoir quelle est ma rotation moyenne et la saisonnalité par rapport au produit. Donc, vous me faites une proposition de commande que je n'ai plus qu'à valider, pour diminuer les stocks chez le distributeur, donner des prévisions pour l'industriel par rapport à son outil industriel.
Alors après, il y a eu des contrats qui ont été mis en place. Ça a été fait notamment sur Reflet de France, sur une partie des marques distributeurs et sur des PME et ETI qui sont des contrats pluriannuels. L'avantage de ces contrats pluriannuels, c'est que ça donne, donc ça, en général, c'est du 3 ans. Ça donne de la visibilité à l'industriel par rapport à ses investissements amortissements. Et donc, ça lui permet de savoir que son travail sera pérennisé sur plusieurs années et non pas sur un an. Le temps industriel n'est pas le même temps que le temps de la distribution. Ont été mis en place, notamment sur les produits laitiers, ce qu'on appelle les contrats tripartites. Donc là, on fait intervenir l'amont, c'est-à-dire le paysan ou l'éleveur, qui va pouvoir signer un contrat avec son industriel distributeur et conjointement avec son industriel et son distributeur, pardon, conjointement. Après, je crois que j'ai fini, non? Tu as encore un slide, en fait, Jean-Luc. Bon, le dernier slide, c'est le cas de Lidl. Lidl, dans les années 90, c'était du hard discount. C'est la photo de gauche, des palettes au sol, des cartons prêts à vendre. Enfin, grosso modo, c'était pas du tout sexy au niveau distribution. Sauf que Lidl, s'apercevant que son modèle ne pourrait pas être pérennisé dans le temps, a complètement revu son modèle. Alors ça, c'est complètement inédit. C'est-à-dire que grosso modo, ils sont partis de leur génétique hard discount allemand, 90% des produits qui viennent d'Allemagne et qui viennent pas de France, à aujourd'hui, on vend des produits français. On a une charte fraîcheur, le fruit ou le légume est cueilli, 48 heures après, il est dans le magasin. Et ils ont été même jusqu'à fabriquer sur place la boulangerie. Donc aujourd'hui, un client Lidl, c'est plus un client de hard discount. Alors je peux dire que c'est du Monoprix, hein, mais c'est un client qui est un client sur des supermarchés qui sont quand même très attrayants. Et aujourd'hui, le client Lidl, il y a de tout. Il y a du CSP+, du CSP-, il y a de tout. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. On va tout de suite prendre des questions pour Jean-Luc, là. Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez poser? Alors peut-être, on voit bien en tout cas dans ta présentation la façon dont c'est professionnalisé la grande distribution et en particulier Carrefour sur l'ensemble des points. Il y a un point qu'on avait évoqué qui peut être important, je dirais, dans le domaine de la sécurité alimentaire aussi, c'est la question des normes. Est-ce que là, tu peux dire comment justement chez Carrefour, on s'est organisé autour de ce sujet-là? Alors, il y a les normes et ça va au-delà de la norme. C'est très français comme façon de réagir, mais il y a les normes. Alors, les normes européennes retraduites en droit français où on en rajoute. Pour le fun, un petit exemple tout bête, la tapenade d'olive bio ne devrait pas exister en bio. Pourquoi? Parce que l'olive est une olive qui est, l'olive, c'est la même, on part de l'olive qui est verte, qui devient rouge et qui devient noire, mais c'est le même fruit. L'olive noire est très peu amère. En France, on a le droit d'utiliser de la saumure uniquement pour les produits biologiques pour désamériser des olives. Et ça marche. Donc, on fait de la tapenade noire. Pour faire de la tapenade verte, c'est beaucoup plus amer. Donc, les bains de saumure ne suffisent pas. La seule façon d'enlever l'amertume, c'est la soude. Or, c'est interdit dans le cahier des charges des bio. Donc, du coup, ce que font les producteurs, je l'ai vu en Provence, ils envoient les olives qui ne sont pas appelées bio, mais qui n'ont pas de traitement. Ils les envoient en Espagne. Les Espagnols ont le droit à la soude. Ils désamérisent avec de la soude. Ils mettent le tampon organique. Comme dans le droit français, organique égale bio, on a le droit de les appeler bio. Et ça revient en tapenade verte. Pas mal, non? Il y a OK, Alors chacun après non, appréciera la manip, mais bon, je pense que c'est non, mais je aussi un reviens excès. sur ta question par rapport à la distribution. Dans des groupes comme Carrefour, mais pas que, on n'avait pas le droit d'utiliser des OGM, alors que les OGM n'étaient pas bannis à l'époque. C'était dans les années 95-2000. On n'avait pas le droit d'utiliser des OGM. Ça allait jusqu'à, on avait interdiction dans un produit marque distributeur, un assouplissant, parce que c'est une base végétale. On n'avait pas le droit d'utiliser des bases végétales à base d'OGM. Personnellement, j'ai jamais bu d'assouplissant, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y avait toute une blacklist de produits qui étaient supposés être controversés. Je vais citer un autre exemple. Moi, j'ai enlevé tout l'aspartame des soft drinks. L'aspartame n'est pas interdit. Coca-Cola Zéro utilise toujours de l'aspartame dans son produit sans sucre, en termes de pouvoir sucrant. Carrefour, on a enlevé tout l'aspartame. Aujourd'hui, c'est dans la blacklist. Donc, ça va bien au-delà. Les distributeurs se sont mis. Alors, il y a l'Europe qui est assez énorme.
la France qui est plus drastique et les distributeurs, pour faire les marques distributeurs, on en rajouté une couche avec les sans parabènes et toute la suite, donc toutes les substances qui sont controversées parce que ça a causé des cas de… Merci Jean-Luc. Écoute, on reviendra sur des questions là en fin de webinaire, une fois que les autres intervenants auront pu s'exprimer. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous présenter Monder Kanfir. Monder Kanfir est est un expert international sur le sujet de la supply chain. Alors, évidemment, avec un focus Afrique, mais pas que. Donc, ce que je voudrais, c'est que Monder, te passer la parole pour que tu puisses traiter ce sujet de l'organisation, de la structuration d'une supply chain dans le secteur agroalimentaire, avec évidemment un focus Afrique. Et ensuite, on illustrera d'ailleurs ce sujet-là avec un cas international. Bien, Je donc te, merci beaucoup. Tu me dis quand tu veux, si tu veux partager ou tu veux que je… Oui, de Voilà. toute façon, j'ai qu'une seule slide, donc tu peux la projeter, comme ça sera en arrière-plan. D'accord. OK. Déjà, merci Jean-Luc pour l'introduction du sujet. Je crois que cette industrie de la distribution à la française mérite effectivement d'être promue et montrée en exemple, parce qu'elle a permis, en Afrique en tout cas, à gagner beaucoup de points en compétitivité, notamment dans les filières agroalimentaires. D'accord. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de marketing ou de merchandising, il y a aussi derrière tout un savoir-faire en supply chain, donc en gestion de la chaîne logistique globale. Et là, Non. Zoom voilà. Si vous pouvez juste couper vos micros, s'il vous plaît. Ceux qui n'interviennent pas, coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Monder. Donc, on pense aujourd'hui que ce savoir-faire dans la supply chain mérite d'être justement traité. Et l'Afrique est très mal classée, hein, très mal classée en termes de compétitivité logistique. En gros, les coûts logistiques atteignent et dépassent même les 20% des prix de vente sur le marché. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Hein. Donc, la Banque mondiale, elle a un référentiel qui permet de mesurer justement les coûts de transaction, donc ce qu'on appelle les coûts logistiques. Alors, coûts de transport et hors transport, bien sûr. Et on est au-delà de 20% en général en Afrique. Alors, c'est très embêtant puisque le fait de surpayer ou d'avoir des surcoûts, en tout cas en logistique, non seulement ça réduit la marge, mais surtout, ça augmente le prix pour le consommateur. Donc, le consommateur africain, finalement, il paye plus cher le même produit. Et là, il y a quand même c'est assez étrange ou assez paradoxal. Des fois, des produits qui sont issus, en tout cas, de filières locales en Afrique, sont vendus plus cher en Afrique qu'en Europe, par exemple. Hein. Je prends l'exemple de l'huile d'olive tunisienne qui est vendue plus cher en Tunisie qu'en Europe. Alors, il y a peut-être un effet dumping. Hein. Le café aussi, hein, donc, en Afrique de l'Ouest. Donc, on peut trouver du café, mais on le paye plus cher que si on l'achetait chez Carrefour. Et ça montre effectivement la faiblesse de ces supply chains, hein, de ces chaînes logistiques. Alors, comment structurer justement et organiser cette supply chain pour qu'elle devienne au service hein, de l'agroalimentaire et de la sécurité agroalimentaire? Eh bien, il n'y a pas de secret. Les recettes qui ont fonctionné ailleurs, on peut les dupliquer avec, bien sûr, l'intégration du contexte local africain. Hein. Donc, l'Afrique est un pays, est un continent où l'infrastructure
banque, notamment l'infrastructure logistique. Et donc, elle a besoin d'investir massivement sur des routes, sur des zones logistiques, sur des ports, etc., chemin de fer et tout. Et tous ces, on va dire, tous ces modes qui sont en principe utiles pour déployer des chaînes d'approvisionnement. Donc, l'idée que je présente justement pour améliorer l'efficacité et l'efficience des supply chains, c'est déjà d'établir des places de marché régionales. Et le contexte se prête bien puisque avec la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, aujourd'hui, il y a une sorte de dynamique nouvelle pour renforcer le commerce intra-africain. Et c'est à partir de là qu'on peut imaginer donc, des places de marché régional pour les commodités déjà. Hein. Commençons par les commodités. Donc, ça peut être de la matière première, ça peut être du café, ça peut être du cacao, ça peut être du coton, tout ce qu'on veut. En tout cas, tout ce qui peut être vendu selon des normes, justement, selon des standards, plutôt, puisque les normes, ce sont des standards. Et surtout, activer ou actionner le mécanisme d'offre et de la demande. Parce que ce qui n'a pas été dit jusque-là, c'est que les supply chains performantes sont des supply chains où il y a la règle d'offre et de la demande. Donc, elle est respectée. Donc, ce qu'on appelle la libre concurrence, mais aussi donc, une transparence dans les transactions. Et si on établit des places de marché où l'agriculteur va être pratiquement certain de vendre, en tout cas, il a une possibilité de vendre via ses places de marché sa production, et à partir de là, il peut anticiper et, par exemple, financer à l'avance sa récolte. Voilà. Donc, ces places de marché sont nécessaires et sont absolument vitales pour développer des supply chains efficaces et efficientes. Maintenant, il ne faut pas pénaliser les petits producteurs et surtout les communautés qui sont un peu hors circuit de distribution de masse. Et là, la proposition serait donc de favoriser des boucles courtes de distribution. Donc, on intègre davantage le territoire dans la stratégie de distribution. Donc, les points de vente, ça a été dit par Jean-Luc, doivent avoir la possibilité de s'approvisionner localement et ça permet aussi de faire de l'inclusion et de l'impact sociétal en tout cas recherché. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, il reste, je dirais, le nerf de la guerre, c'est le métier de l'agriculteur. Si on veut valoriser l'agriculture, il faut valoriser l'agriculteur. Et là, force est de constater qu'en Afrique, les métiers autour de l'agriculture ne sont pas bien valorisés. Alors, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons peut-être un témoignage tout à l'heure de la part de Yasser Bouhoud, qui est un entrepreneur africain. Eh bien, l'innovation peut être un bon moyen d'attirer de nouveau donc, les jeunes vers ces métiers de l'agriculture, qui peuvent être sur un spectre très large. Ce n'est pas uniquement faire du fermage, ça peut être beaucoup plus complexe et ça peut aller jusqu'à la transformation aussi donc, des produits agricoles. Donc voilà en gros les 3 idées que je souhaitais partager avec vous. Donc établir des places de marché régionales donc pour les commodités. Favoriser les boucles courtes de distribution. Et donc là, c'est en gros s'ouvrir à des fournisseurs locaux qui peuvent être des artisans, qui peuvent être de tout petits agriculteurs. Et enfin, valoriser le métier de l'agriculteur, en donnant plus d'envie aux jeunes d'exercer ce métier. Voilà. Et à votre disposition pour élaborer si nécessaire. Merci beaucoup, Mander. Une question tout de suite là, que j'ai.
tu citais l'exemple du café et de l'huile d'olive qui serait vendue moins cher à l'exportation qu'en Tunisie pour ce qui concerne l'huile d'olive. Bon, ça, de ton point de vue, c'est lié à quoi? C'est lié à est-ce que c'est un problème commercial avec des gens localement qui n'ont pas la capacité d'achat ou qui ne savent pas, je dirais, acheter comme c'est peut-être le faire Carrefour, ou est-ce que c'est une autre raison? Donc, est-ce que c'est le déficit, je dirais, d'organisation de la distribution locale qui ne sait pas, je dirais, acheter de manière professionnelle, ou est-ce que c'est une politique de l'État ou visant à sécuriser les petits producteurs justement pour leur acheter, pour qu'il y ait un client au moins, l'exportation, qui leur achète leur production? Alors, il est clair qu'il peut y avoir du dumping. Donc, quand on exporte, généralement dans les pays africains, vu le besoin en devises, l'État peut favoriser justement par des incitations fiscales le fait de mettre plus de chiffre d'affaires à l'international peut être un moyen de réduire l'impôt finalement. Mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. C'est aussi une question d'organisation de la supply chain. La traçabilité, justement, est un élément important pour les produits agroalimentaires. Et quand on investit sur cette traçabilité, donc la donnée, on peut mieux comprendre le déploiement de ces supply chains. Et d'ailleurs, souvent, les stocks, en tout cas, il y a un dicton en supply chain, hein, c'est que la donnée peut remplacer le stock. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des quantités, donc des effets de levier, donc de massification, hein, de flux, peut réduire considérablement les coûts. Et on est sur ce qu'on appelle une vraie compétition en Europe, ce qui fait qu'on est obligé de vendre au prix marché. Alors que localement… Ta proposition, pardon, oui. Ta proposition pour l'Afrique, là, qui est de créer des places de marché régionales, est-ce que c'est par exemple créer des places de marché comme il en existe là près de Paris, une qui est, je dirais, très connue, qui s'appelle Rungis? Alors, ça, ce sont des marchés de gros, hein, plutôt. Hein. Rungis n'est pas tout à fait une place de marché, même si, disons, ça peut, c'est une forme de place de marché, puisque là-dedans, il y a l'offre et la demande, hein, et on fixe les prix. C'est ça. Voilà. Non, et puis les restaurateurs, ceux qui achètent, par exemple, là, ils viennent chercher tous les matins leur approvisionnement à cet endroit-là, en fait. Tout à fait. Donc, c'est une garantie aussi, enfin, c'est un point central où tout le monde, tous les fournisseurs de produits du monde entier viennent, je dirais, stocker et puis vendre aussi leur production aux acheteurs directement. Tout à fait. Alors, ce genre de toute façon de maillon est nécessaire dans la supply chain, hein, donc, et notamment agricole. C'est évident qu'on a besoin d'avoir des endroits où on stocke. Donc, même si c'est des stockages dynamiques, hein, donc c'est Rungis, ce qui arrive le matin ou très tôt le matin est liquidé dans la journée, hein, d'accord. Donc, moi, je pensais, en parlant des places de marché régionales, c'est vraiment des bourses de commodités où on n'a pas forcément le bien sur place, hein, d'accord. Donc, ce sont des bourses, comme il en existe d'ailleurs en Asie du Sud-Est. Hein. Donc, aujourd'hui, pour le thé, le thé, par exemple, vert est coté à la bourse, dans une bourse de commodités à Dubaï, mais le stock n'est pas du tout sur place. Le stock reste chez les producteurs et il est acheminé directement vers le destinataire une fois que la transaction est établie. Voilà. Donc, il y a plusieurs modèles de toute façon. Voilà. Ouais.
il y aura d'autres questions, Mander, mais bon, ce que je voudrais proposer là, c'est que, évidemment, on puisse illustrer avec Vincent. Vincent Haguet, donc, que je vais présenter rapidement, qui est un expert du commerce et du catégorie management. Il a été consultant et manager dans des grands cabinets de conseil internationaux. C'est un expert du secteur. Et Vincent, tu vas nous parler d'un cas très concret qui est le cas Reliance. Je te donne la parole. Vas-y. D'accord, oui, merci. Merci Jean-Pierre, oui, bonjour à tous. Très intéressant d'échanger avec vous. Rapidement, j'avais, en préparant ce webinaire avec Jean-Pierre, donc remis un peu à jour ce qu'on avait fait à l'époque avec les consultants de Kurt Salmon Associates en Inde. Donc, pour le compte d'une chaîne de distribution qui s'appelle Reliance, que vous connaissez peut-être pour d'autres éléments d'ailleurs, parce que Reliance est un conglomérat indien, si vous voulez, autocapitalisé sur ce projet-là complètement, qui, à partir donc, de 2006, s'est posé la question de l'opportunité de déployer donc, à l'échelle du continent indien. Jean-Pierre rappelait tout à l'heure les enjeux de l'économie mondiale, notamment en termes de population. L'Inde, à l'époque, c'était 1,2 milliard d'habitants. Donc, vous imaginez bien que partir from scratch de zéro pour monter une chaîne de distribution à l'échelle de ce pays, c'est un vrai challenge. Donc, en fait, ces gens-là sont venus voir Kurt Salmon au UK en 2006 en disant « Établissez-nous, s'il vous plaît, les best practices du métier ». Et puis, auquel cas, si on les considère comme opérantes, voilà, on vous demanderait de nous assister stratégiquement dans le déploiement d'une chaîne. D'accord? Donc, c'est un cas d'étude, si vous voulez, assez intéressant parce que, merci pour le premier slide, il dit beaucoup de choses. En fait, peut-être je te propose de rester sur celui-là uniquement. Oui, parce tout à fait, les parce autres que vont être, on ira voilà. piocher après si on a besoin d'exemples, parce que j'en parlerai de toute façon. Donc, nous avons été donc, très impliqués très en amont, si vous voulez, dans la définition même de qu'est-ce qu'on veut faire en tant que distributeur. Alors, à l'époque, l'économie de l'Inde, on est à 8% de croissance, on est en 2006-2007. Il y a des concurrents qui sont en train de se mettre en place. Les Américains arrivent, d'ailleurs, Jean-Luc l'a souligné tout à l'heure, les Français aussi avec Carrefour, plutôt sur des approches, si vous voulez, de grossistes approvisionneurs, d'accord? C'est ce qui fait plutôt référence à l'époque comme modèle de distribution en Inde et européens, allemands compris, français, bien entendu, mais américains aussi avec une entité de Walmart, s'intéresse au marché indien. Donc, on est en plein… il n'y a pas de parallèle à faire, si vous voulez, mais le marché n'est pas structuré à l'époque. Il n'y a pas de concurrent dominant réellement. Ce qui prévaut, et là, il y a peut-être un parallèle avec l'Afrique, mais ce qui prévaut, c'est que on n'a peut-être pas besoin d'avoir un commerce si organisé que ça, si par ailleurs ce commerce est doté d'une vraie compétence logistique, d'accord? Donc, c'est plutôt des modèles de grossistes, de cash and carry, si vous voulez, qui sont à l'esprit des gens. Bon, voilà. Donc, il y a toute une partie d'analyse de marché, bien sûr, qui sont demandées aux consultants, ce qu'on livre, d'analyse par zone géographique, bien entendu, d'analyse des compétiteurs en présence, et voilà de premier, si vous voulez, formatage de qu'est-ce qu'on voudrait comme magasin. Bon, globalement, je vais la faire très courte là-dessus, émerge l'idée d'avoir une chaîne de supermarchés, bien entendu, et puis différents formats, si vous voulez, ou concepts de magasins, plutôt catégoriels, dans le sens, on a remonté notamment un Darty local, un Nord-Auto local, pour citer un exemple, et aussi des galeries commerciales. Donc voilà, donc définir un format s'adaptant aux enjeux évidemment du pays. Alors,
c'est important de préciser que quand on monte au départ une chaîne de distribution, il y a des enjeux de réseau, bien sûr, qui sont extrêmement importants par type de format. On n'a pas la même logistique dans un supermarché que l'on a quand on gère un Nord-Auto, par exemple. On n'a pas les mêmes fournisseurs, etc. etc. Bon, donc, on a bien pris cela en compte, mais aussi, je crois que c'est important de le souligner, on a pris aussi en compte ce que venait enlever la distribution au commerce existant. Pour le dire autrement, un commerce en Inde, peut-être comme en Afrique, je connais pas l'Afrique, à part un peu l'Afrique du Nord, mais notamment le Maroc. Mais un commerce, c'est un mètre linéaire, si vous voulez. C'est un rayon d'hypermarché. Donc, notamment à l'époque, la sœur d'Indira Gandhi était une femme extrêmement influente dans le monde paysan, parce que le monde paysan subissait les conséquences de la modernité indienne, c'est-à-dire des regroupements agraires, etc., etc. Et le nombre de suicides des paysans était important, si vous voulez. Donc, on a tenu compte de toute cette sociologie-là aussi pour avancer très intelligemment en termes de RH, et pas seulement, si vous voulez, à l'endroit des futurs collaborateurs de l'enseigne, mais aussi au niveau du groupe de travail qui a été mis en place dans ce projet, entre les consultants et bien sûr des chefs de projet indiens qui binomaient avec nous sur l'ensemble du projet, d'accord ? On a fait un transfert de savoir-faire permanent sur ce projet, hein, pour le dire autrement, en termes de bonnes pratiques. Mais ça a été donc couronné de succès parce que je peux partir tout de suite maintenant du résultat. Il y a plus de 400 magasins existants en Inde avec différents formats, un format notamment urbain avec des magasins qui s'appellent Fresh. Il y a tout un réseau, si vous voulez, qui s'est développé autour du CDIT, Consumer Device, c'est-à-dire l'équivalent du Darty. Bon, donc la chaîne existe réellement aujourd'hui sur le marché indien. Alors, dans une deuxième phase que vous voyez comme concept review, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? En fait, on a mis toute l'organisation du réseau, d'accord, avec tous les prérequis en termes de real estate, parce qu'il fallait acheter des terres, bien entendu, construire des entrepôts, construire des hubs routiers, en y associant effectivement tous les shareholders, les stakeholders concernés. On voulait s'assurer aussi d'avoir un service client extrêmement performant. J'ai moi-même participé à la définition du concept pour la partie Consumer Device, le magasin équivalent Darty, si vous voulez, où le service, évidemment, est extrêmement important. On a bien sûr réfléchi au floor, si vous voulez, à la manière d'organiser les magasins par espace de famille, avec le grand froid, le frais, le sec, etc., bien sûr. Et puis, toute une assistance au planogramme, bien sûr, des magasins. Jean-Luc soulignait les T1, T2, T3 chez Carrefour, c'est-à-dire à peu près la même chose, être capable de servir une organisation, si vous voulez, des linéaires, permettant une assistance au magasin la plus optimum, avec évidemment, vous le voyez, des outils d'organisation et du merchandising et du personnel derrière. Voilà. Alors ensuite, pour faire très vite, mais on a servi, si vous voulez, tous les process et on a défini avec cette enseigne, par type de magasin, si vous voulez, quelles pouvaient être les meilleures pratiques en les définissant en fait avec ceux qui allaient être les porteurs de ces pratiques-là. Je m'explique. On avait évidemment par format de distribution entre les supermarchés, l'équivalent Nord-Auto, etc., une équipe projet indienne, d'accord, qui travaillait avec nous sur, en fait, comment veut-on travailler. Et on avait organisé, si vous voulez, cette phase de travail, donc c'est ce que vous voyez en business architecture team, où en fait, on disait globalement, on a un plan d'ensemble d'achat, d'accord, ce qu'on appelle le plan buy. Globalement, qu'est-ce qu'on va servir comme offre produit. On avait un plan move qui consistait à dire quelle est la logistique intégrée à ce service de produits et de services que l'on a dans le plan d'achat. Et bien sûr, on organise tout ça en les comparant avec les meilleures pratiques internationales, dont je pourrais éventuellement parler après si ça vous intéresse. Donc voilà, donc on a documenté tous ces processus jusqu'à la tâche, hein, jusqu'au plus petit, entre guillemets, dénominateur commun. Et on passait le relais, en fait, ensuite à SAP, modèle R3, Retail R3, qui développait parallèlement donc, à nos livrables, si vous voulez, l'informatique ad hoc
par type de format ou par type d'enseigne. Voilà. Et pour terminer, donc, on a eu aussi un plan d'assistance, bien sûr, à une ouverture type 0, si vous voulez, parce que Jean-Luc pourra en témoigner mieux que moi, mais l'ouverture d'un magasin, c'est un événement. C'est pas que, c'est un événement client, mais avant tout, c'est un événement logistique, si vous voulez. Donc, on a assisté toute l'équipe de Reliance dans cette phase, si vous voulez, d'organisation, d'ouverture d'un magasin, avec des expériences pilotes notamment, qui peuvent être intéressantes d'évoquer, puisque on parle de sécurité alimentaire aujourd'hui et d'expérience de bonnes pratiques, mais on a bien sûr fait immédiatement valoir l'intérêt des technologies de type RFID, donc Radio Frequency Identification, avec un test derrière qui a permis de mesurer l'intérêt d'avoir une traçabilité, notamment pour la partie flash de l'offre de Reliance. Voilà, que vous dire d'autre? Peut-être deux facteurs clés de succès. Moi, la mission a démarré en 2006, je l'ai quittée en mi-2007, c'est ça. Donc, je suis resté 6 mois à Bombay, à Mumbai. C'est que ce qui fonctionne, c'est le global, c'est-à-dire il faut une vision mondiale des process. Les bonnes pratiques existent au niveau international, elles sont très normées en France pour en parler, mais il faut bien sûr une approche locale. Donc, c'est un acronyme, mais qui dit bien les choses pour que, voilà, une chaîne avec toutes les conséquences que ça a en termes de relations avec les fournisseurs puisse se déployer intelligemment dès le départ. Voilà, et puis un dernier point, le team working, très important sur cette mission-là, puisque je dirais, les Indiens ont été assez malins, ils nous ont bouffé nos compétences de consultants en 1 an et demi, ce qui est quand même pas mal, mais voilà, on a fait du bon boulot avec eux. Très intéressant, Vincent. Une question là tout de suite. On voit que là, c'est la façon dont on peut organiser donc un projet pour qu'un pays, en tout cas là en l'occurrence via une société privée qui était le client, veut mettre en place une structure de distribution pour couvrir en fait le territoire. Est-ce que ça, donc ça, c'était évidemment ambitieux, puisqu'avec 400 magasins, mais il y a en Afrique, puisque c'est aussi notre focus, il y a des producteurs qui sont des petits producteurs. Et je sais qu'il y a quelqu'un de Côte d'Ivoire, enfin il y a plusieurs personnes de Côte d'Ivoire là qui sont avec nous, avec des gens qui sont dans les campagnes et qui produisent les matières premières de Côte d'Ivoire. J'entends. Est-ce que ces gens-là, la démarche que tu as eue et que vous avez eue là en Inde, est-ce qu'elle peut aussi s'adapter à, je dirais, des producteurs qui décideraient ensemble de couvrir avec des produits évidemment finis et propres à la consommation, de couvrir le territoire avec une chaîne de magasins, par exemple, et qui pourrait donc s'autonomiser comme ça et sortir de la dépendance de grands groupes de distribution ou d'importateurs distributeurs qui leur achètent des trucs sans transformation aujourd'hui. C'est une très bonne question, Jean-Pierre. C'est pas pour être bassement flatteur. C'est une très bonne question parce que le projet, tu vas voir pourquoi elle est vraiment bonne, parce que d'abord, on a eu une équipe supply expert véritablement dédiée à ce que tu vois sur le côté network planning, real estate requirements et customer service requirements. Tout ça, si tu veux, ça a été… du concept review, au niveau du concept review. Pardon, oui, c'est ça, concept review. Ça a été… sans parler, si tu veux, toute la partie stratégie où on a bien sûr défini des formats, si tu veux, les investissements qui allaient avec et tout le déploiement du planning avec le budget, bien sûr, derrière. Non, mais bon, ça, c'est un peu classique quand on monte un business. Mais ce qui l'est moins, c'est que, et c'est pour ça que ta question est pertinente, c'est qu'on a tout de suite dit aux Indiens, et les Indiens ont été d'accord avec nous, et je crois que d'ailleurs, Munder en a parlé tout à l'heure,
il fallait, si vous voulez, associer au niveau logistique le mieux possible pour permettre les regroupements des massifications, si vous voulez, sur entrepôts les plus pertinents possibles au niveau du territoire indien pour s'assurer du succès de l'ensemble. Donc, ça a été fait extrêmement en amont. Et évidemment, derrière, tu peux imaginer que quand tu annonces dans une communauté que tu vas avoir un entrepôt, par exemple, de produits frais, géré avec des standards, j'allais dire, les meilleurs standards, tout le monde est heureux. Enfin, je veux dire, on n'aura plus de déperdition de stock. On va avoir, par ailleurs, au niveau routier, des impacts absolument non neutres. Voilà, permettre des massifications, des regroupements, etc. etc. Donc, oui, tout à fait, ça a pleinement joué. Hein. Donc, message à Monsieur Kodjané, qui est en contact avec les coopératives ivoiriennes. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ces coopératives, justement, si elles veulent créer leur propre réseau de distribution. Leur propre, donc, voilà, ça, Ouais, c'est un bel exemple, en comment fait, dire, de… on a intégré, mais ça va même plus loin en termes de philosophie, parce qu'ensuite, on montait un groupe de distribution, donc il ne fallait pas oublier d'être mercantile, néanmoins. Non, la logistique a été très, très, très sérieusement, je dirais, mis en place dans une logique de regroupement et d'association, donc, avec les producteurs indiens. Ça, c'est très important de le dire. C'est ce qui fait le succès, notamment des produits frais de la chaîne. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, je vais dire que dans le montage même des concepts, si vous voulez, qui ont été développés, la notion d'intégration des fournisseurs a été bien entendu pris en compte, pas uniquement au niveau de la construction des conditions d'achat, mais aussi, si vous voulez, dans le marketing des enseignes et des catégories de produits. Donc, on a véritablement fait prendre conscience de ça aux Indiens. Parce que, bon, ça, c'est facile, tout le monde le sait, mais vous avez toujours par marché ou par catégorie de produits une marque qui se détache, qui est un leader, suivi d'un ou deux ou trois outsiders. Donc, il y a eu toute une construction sur les conditions d'achat, sans parler de ceux qui, Jean-Luc pourra en témoigner mieux que moi, Carrefour étant le meilleur exemple qu'on puisse connaître. On en a parlé d'ailleurs, j'en ai parlé en termes de benchmark, dans la construction d'une marque propre, d'une marque d'enseigne. Voilà, donc une bonne chaîne de distribution, elle est organisée, je dirais, verticalement, et Munder le soulignait aussi tout à l'heure, dans l'échange des informations. Et vous le voyez dans ce qu'on appelle la troisième phase de business architecture, où on a développé donc, des complete KPIs and dashboards, c'est-à-dire des tableaux de bord qui permettaient aux acheteurs, aux directeurs de catégorie, de piloter d'une manière, disons-nous, très encadrée, leurs relations avec les fournisseurs. Vincent, merci beaucoup. Je te coupe parce que le temps a avancé énormément et en fait, je me rends… Voilà, on a quand même encore une troisième partie à traiter qui est… et on reviendra aux questions, évidemment, à tout le monde en fin de webinaire. Ce que je voudrais vous proposer là maintenant, c'est de donner la parole à un entrepreneur du secteur agroalimentaire, du secteur agricole, Monsieur Yasser Boud, qui est fondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Ezeira. Et ça pour illustrer la nécessité de l'innovation, enfin l'apport en fait aussi de l'innovation au secteur agricole et pour évidemment assurer la sécurité alimentaire sur l'Afrique. Il y a des initiatives qui sont prises aujourd'hui dans ce domaine-là, sur tous les sujets. Yasser, vous allez nous illustrer un des sujets d'innovation qui servent la sécurité alimentaire, qui servent le secteur agricole. Je vous laisse tout de suite la parole. Si vous voulez, alors j'avais un slide, mais vous pouvez peut-être vous exprimer directement. Ouais, et n'hésitez pas, si après, vous voulez aussi faire une démo de la solution qui est la vôtre, vous pouvez aussi partager, bien sûr, votre écran.
Merci pour cette opportunité. Je suis ravi d'être parmi vous. Je me présente très rapidement. Je suis Yasser Broud, fondateur de la startup Zaira, qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions technologiques, notamment. Diplomate wala information ni la rek. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît, pour ceux qui ne parlent pas, en tout cas qui n'interviennent pas. Merci à vous, Marianne. Notamment du logiciel et du hardware pour très rapidement digitaliser toute la chaîne de valeur agricole. Cela couvre des aspects depuis la préparation du sol et jusqu'à l'agroalimentaire, jusqu'à la mise en bouteille, par exemple, dans le cas de l'olive. Bon, excusez-moi, je vais essayer Aucun de couper souci. le micro là. Ok, allez-y, je pense Aucun qu'elle souci. a... Merci Marianne. Donc, d'avoir- juste à titre d'exemple, on est capable, par exemple, pour certains de nos clients qui produisent sur de grandes exploitations d'oliviers et qui font la transformation sur place d'huile d'olive, la mise en bouteille sur place, on est capable de couvrir tous les process et on est capable aussi d'imprimer un QR code sur une bouteille d'huile d'olive de façon à ce qu'un client en France, à Carrefour, peut prendre la bouteille d'huile d'olive, scanner le QR code, ça va lui montrer la parcelle d'où provient cette huile, toute son historique et tout ce qu'on veut montrer au client final, justement, pour rapprocher ce client de la parcelle pour savoir, et il y a de plus en plus de demandes de traçabilité, de vouloir manger plus sain, de savoir qu'est-ce qu'on mange exactement. Ça, c'est une tendance mondiale, notamment, c'est plus accentué en Occident, mais même en Afrique, on commence à être conscient de ce qu'on veut avoir dans nos assiettes. Donc, ce genre d'outils, nous et d'autres startups, on est très actifs là-dessus. On travaille en Tunisie, en Afrique, et il y a un schéma, justement, très important parce que parler de logistique, de distribution, mais la base, c'est la production végétale et la production animale, donc l'agricole. Il faut valoriser, comme l'a dit Mander tout à l'heure, que je remercie, il faut valoriser le métier d'agriculteur. Pourquoi? Parce que le paysage agricole africain est composé essentiellement de tout petits exploitants agricoles. On parle de plus de 85% des exploitations qui font moins de 10 hectares. Ces agriculteurs sont confrontés à des problématiques majeures, notamment le changement climatique. Mais au-delà du changement climatique, c'est tout le contexte dans lequel évoluent ces exploitants agricoles qui a complètement changé durant les 30 ou 40 dernières années, notamment le changement climatique, le manque d'eau, la dégradation de la qualité d'eau, la dégradation des sols, les nouvelles variétés de plantes. Il faut savoir que ce qu'on mange, par exemple, je prends le cas de la Tunisie, ce qu'on mange dans nos assiettes ici, à plus de 95%, ce sont des variétés importées, ce ne sont pas des variétés autochtones. Avec ces variétés-là, il y a eu beaucoup d'apparitions de nouvelles maladies et il y a une accélération de l'apparition de nouvelles maladies et une accélération des cycles d'apparition. Et donc, face à ce contexte-là, l'agriculteur africain, il continue malheureusement à exercer son métier de la même façon traditionnelle, ancestrale et souvent arbitraire, justement. Pourquoi? Parce que cette grande majorité d'exploitants agricoles a hérité des terrains agricoles qu'ils exploitent. Avec cet héritage foncier, il y a eu un héritage du savoir-faire. Et justement, le plus gros problème de notre angle de vue, en tant que start-up dans ce domaine, plus grande problématique des exploitants agricoles africains, c'est une problématique de manque de savoir-faire. On n'essaie plus justement exercer ce métier dans ce nouveau contexte, justement. On savait le faire avec les méthodes traditionnelles dans un contexte il y a 50 ou 100 ans, dans un contexte climatique différent. Mais là, actuellement, des temps modernes, tout a changé. On ne peut plus continuer à faire ce métier de la même façon. Et c'est pour ça que la technologie, l'innovation dans le secteur agricole permet justement de pallier à cette problématique de manque de savoir-faire. Donc, la plus grande ressource qu'on pourra donner à l'exploitant agricole pour qu'il puisse produire plus, pour qu'il puisse produire mieux, pour qu'il puisse consommer moins de ressources, c'est du conseil justement. Et quoi de mieux que de la technologie pour véhiculer justement la science, la data et le conseil. Donc, en partant de cette base et avec beaucoup d'autres partenaires, beaucoup d'autres acteurs, si on prend par exemple la chaîne de valeur DAT, où il y a quelques milliers de producteurs de tout petits exploitants agricoles, de moins de 5 hectares, qui produisent pour le compte de l'agroalimentaire, d'une grande structure qui exporte vers l'Europe.
il y a tout un schéma et plusieurs niveaux applicatifs à mettre en place. Donc, c'est des petites applications mobiles très simples d'utilisation chez les exploitants agricoles. Les intermédiaires, ceux qui font le contrôle qualité, c'est qu'il y a plusieurs ingénieurs agronomes qui font du conseil pour le compte de l'agroalimentaire, justement, pour qu'ils puissent garantir son approvisionnement, justement. Ces intermédiaires sont équipés aussi avec un autre niveau applicatif pour pouvoir effectuer des contrôles qualité en amont, pour pouvoir émettre du conseil justement aux petits exploitants agricoles. Et si en groupe, c'est quelques milliers d'exploitants agricoles, on parle de petites régions, de microclimats. Il y a des stations météo qui sont connectées, il y a des alertes météo qui sont diffusées à temps pour l'exploitant agricole. L'agroalimentaire ou la grande structure d'export est capable d'avoir une meilleure traçabilité, est capable d'avoir une meilleure garantie de son approvisionnement. Il y a toute une boucle aussi. On est capable de collecter énormément de données à travers ces milliers de champs, donc avoir une meilleure visibilité, une cartographie agricole. On pourra anticiper quelques mois à l'avance sur les campagnes, sur les productivités, sur la pression des pesticides à l'hectare, sur la pression mécanique à l'hectare, sur les consommations d'eau par kilo de date, par exemple. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Éveiller les consciences, notamment quant aux problématiques liées à l'eau. Même en France, on remarque qu'il y a une crise liée à l'eau. Et donc, éveiller les consciences auprès du consommateur final et afficher des indicateurs. Ce kilo de date, il peut consommer jusqu'à 1500 litres d'eau, et ça, c'est un chiffre réel. Et donc, pousser aussi l'agriculteur à mieux utiliser son eau en émettant du conseil, en émettant du savoir-faire via l'applicatif. Et au final, l'exploitant agricole est payé équitablement, justement, avec un paiement mobile. Donc, toute une boucle technologique est payée aussi à temps. On peut raccourcir les délais de paiement, ça c'est extrêmement important. La technologie, en ayant une base de données, comme le cas de la date, en ayant une base de données, une visibilité, on peut offrir aussi à ces exploitants agricoles qui ne sont pas connus du système, qui ne sont pas dans aucune base de données gouvernementale ou tout autre organisme, personne ne les connaît, personne ne sait qu'est-ce qu'ils produisent, où ils produisent, quand ils produisent, combien ils produisent, qu'est-ce qu'ils consomment. Ça, aucun organisme ne détient ce genre de données, mais en mettant en place des systèmes d'information de ce genre, on pourra justement intégrer ces gens dans des systèmes bancaires parallèles des banques digitales. On pourra intégrer ces gens-là dans des systèmes d'assurance. On pourra les grouper pour assurer leur récolte, pour assurer on pourra leur vendre énormément de produits d'assurance justement liés aux aléas climatiques et aux autres maladies ravageurs. Parce qu'un exploitant agricole qui a 5 ou 10 hectares ou même 20 hectares n'est pas bancarisé, n'a pas d'assurance, n'a pas de couverture sociale. Et donc, il y a tout à gagner justement en digitalisant tous les process de cette façon-là. On a commencé à faire une expérience en Tunisie avec cette façon et une expérience en Côte d'Ivoire. Et je peux vous assurer qu'il y a vraiment c'est toute une petite révolution qui s'est opérée sur toute la chaîne de valeur, notamment on a travaillé en Côte d'Ivoire sur le cacao et en Tunisie sur les chaînes de valeur de date. C'est une petite révolution qui est en train d'être opérée. Donc, ça, c'est le témoignage que je voulais apporter. Et tout le monde a à gagner, surtout en termes d'équité vis-à-vis de l'exploitant agricole. Il faut savoir que la pérennité de toute la logistique de Carrefour, des industries agroalimentaires, de tous les géants de l'agroalimentaire, elle dépend de la pérennité du petit exploitant agricole qui est malheureusement en train de disparaître. Il n'y a pas de relève parce que les jeunes ne sont pas motivés, ils voient leurs parents qui sont mal payés, qui n'ont pas assez de ressources de quoi vivre. Ils ont une exode rurale extraordinaire. Donc, permettre à l'exploitant agricole de vivre dignement de son exploitation pourra justement motiver les jeunes, leur offrir des technologies qui représentent parfois des gadgets, mais qui facilitent énormément la vie de l'exploitant agricole, pourra permettre de préserver ce métier, qu'il y ait une passation de génération en génération de ce métier. Voilà rapidement notre témoignage justement et ce qu'on a pu observer sur le terrain. Merci beaucoup. J'avais une question tout de suite parce que je lisais là
en préparant ce webinaire, un article qui a été, comment dire, rédigé à la suite d'une initiative qui se passe au Burkina Faso actuellement, où ils cherchent en fait des entrepreneurs qui apportent des solutions justement au monde agricole dans différents domaines. Et là, il y en a 7 que j'ai relevés. Les marchés numériques, le stockage et la distribution de la chaîne du froid, la traçabilité, donc ça c'est votre sujet, les systèmes de transport, emballage durable, commerce de détail intelligent, la gestion des déchets. Bon, j'imagine que ce n'est pas exhaustif, mais ça c'est des processus à chaque fois. Est-ce que sur quel sujet, donc vous travaillez spécifiquement sur la traçabilité et de l'offre et de la demande, ou vous travaillez aussi sur, vous aidez aussi le secteur à digitaliser les autres processus que j'ai évoqués là? D'accord. Alors, sur la chaîne de valeur, par exemple, depuis la préparation du sol, nous, ce qu'on offre rapidement, c'est des systèmes d'information de gestion qui sont assez spécifiques, très techniques, pour que l'exploitant agricole puisse exercer son métier en se basant sur de la data et de la science, tout simplement. Comment? C'est en instaurant des process. C'est que on s'est dit qu'une exploitation agricole, ou pour produire 1 kilo de fruits ou de légumes, on consomme des activités et ces activités consomment des ressources. Donc, on permet à l'agriculteur de planifier ses tâches agricoles, d'exécuter ses tâches. Et ça nous permet d'avoir une meilleure traçabilité. On sait chaque kilo de produit, qu'est-ce qu'il a consommé, d'où il provient et toute son historique. Et aussi, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur le coût de revient, chose qui est très négligée, notamment chez tous les exploitants agricoles africains. Et là, je parle de tout petits exploitants jusqu'aux très grandes structures, aux très grandes exploitations. Et on est capable aussi on a des systèmes d'information aussi pour suivre ce produit-là une fois récolté. On a toute sa traçabilité, mais on est capable aussi de suivre le cycle de transformation, le cycle de stockage, de conditionnement dans des stations frigorifiques, jusqu'à la mise en barquette ou la mise en bouteille. On a des systèmes justement pour tous les process jusqu'à la livraison du client. Pas de transport, pas de gestion de déchets, mais on couvre une bonne partie de la chaîne de valeur agricole dans la production végétale. On ne fait pas dans l'animal, par contre, c'est un autre métier. Donc, on intervient sur pas mal d'aspects et de process, justement. C'est des systèmes d'information, des logiciels avec plusieurs niveaux applicatifs, comme je viens de mentionner. Il y a des applications mobiles, il y a des applications desktop, il y a de l'électronique aussi. On est capable de connecter l'ensemble de l'exploitation agricole à un système d'information. On peut collecter des données en provenance du sol, notamment des capteurs au sol. On a un partenaire américain qui nous fournit des données satellites en temps réel, des images multispectrales, et ça nous permet d'alerter l'exploitant agricole à temps pour qu'il puisse voir s'il y a une propagation de maladies. C'est vraiment beaucoup de détails techniques. Est-ce que ça vous oblige à avoir une approche un peu systémique avec les écosystèmes locaux, par exemple, voilà, non seulement les producteurs, mais aussi les distributeurs ou ceux qui rachètent les productions, et puis tous les différents métiers qui sont en interaction, parce que il faut que tout le monde joue le jeu, j'imagine, non? Oui. Donc, du Oui. coup, c'est l'approche systémique que vous privilégiez. Et comment vous faites ça, en fait, aujourd'hui? Exactement. C'est une bonne question que vous soulevez, parce que nos systèmes sont très adaptés aux besoins et on est capable de les ouvrir à toutes sortes de demandes, comme par exemple la multinationale IFCO qui est dans l'agroalimentaire. C'est un de nos clients. On leur a fourni un web service pour qu'ils puissent avoir une traçabilité des produits provenant de quelques exploitations agricoles en Tunisie, justement parce qu'ils commercialisent, parce qu'ils font la mise en bouteille de ces produits-là et qu'ils commercialisent à Dubaï et autres pays. Et donc, sur demande, on peut adapter nos services. On possède une belle base de données, justement, qui reste, je le rappelle, on couvre plus de 40 000 hectares jusqu'à date avec nos systèmes. Ça reste une goutte dans l'océan de ce qui devrait être fait à échelle nationale et à échelle du continent. Mais cette base de données nous permet de consolider énormément de données, d'avoir un benchmark qui est assez extraordinaire, de conseiller nos clients sur les best practices, sur les meilleures décisions à prendre. Beaucoup de fédérations d'avis techniques sur
sur des événements qui peuvent survenir, sur des canicules, certaines maladies, tout ça. Mais comme je viens de dire, cette base de données aussi, on peut l'ouvrir à d'autres prestataires ou d'autres acteurs de la logistique ou de la grande distribution sur demande. Voilà. Un J'aurais une donneur question. d'ordre, ça peut être… Ah, Pardon. pardon. Vas-y. Vas-y. Non, bah, écoute, je Non. pose ma question. Donc, ça veut dire un donneur d'ordre, ça peut être une multinationale, ça peut être un État, ça peut être une fédération agricole, Oui, ça peut être exactement. une coopérative, en fait, ou une fédération de coopératives. Exactement. Notre Ça, dernier c'est client très à bien. date, c'était un client en Côte d'Ivoire, c'est la compagnie fruitière. C'est un géant, c'est 10 000 hectares de Oui, bien sûr. bananes. Et donc, on leur a ouvert quelques web services justement pour qu'ils puissent avoir une meilleure traçabilité c'est vraiment quelques fonctionnalités qu'ils ont commandées chez nous. Donc, juste pour vous dire Vincent, qu'on si est tu avais eu capable. des solutions comme ça à l'époque, ça t'aurait servi, non? Pour le projet Reliance. Ton micro, Vincent. On ne t'entend pas, hein, si tu voulais parler, hein. OK. Jean-Luc, vas-y, pose ta question à Yasser. Yasser, ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que vous travaillez aussi sur l'aval? J'entends l'aval. Est-ce que un groupe d'acheteurs ou un distributeur qui veut acheter de l'huile d'olive, on va prendre l'exemple de l'huile d'olive, est-ce il peut avoir un accès, voire avoir un label de chez vous, une certification par rapport à la façon de travailler, la traçabilité, tout ce que tu as pu citer comme étape, pour que le groupe de distribution ait une plateforme où il ait une notation de tous les fournisseurs ou tous les critères et se dire, bah, je vais prendre chez Pierre, Paul, Jacques, je vais aller prendre mon huile d'olive, parce qu'il a les volumes, 2, parce que je suis sûr qu'il travaille avec certaines normes. Est-ce que ça, c'est à disposition de la distribution? Ok, excellente question parce que ça fait quelque temps qu'on est en pleine réflexion justement avec notre base de données. On connaît toutes les parcelles, qu'est-ce qu'ils produisent, notamment la qualité, la traçabilité, tout ça. Et on a eu quelques demandes par téléphone de la part de petits exportateurs tunisiens qui exportent par exemple 20 tonnes de pêche plate pour les pays du Golfe par avion, tout ça. Ils nous demandent est-ce que vous avez parmi vos clients qui ont 20 tonnes de cette variété de plantes disponibles pour la troisième semaine de juillet, par exemple. Et on a eu beaucoup de demandes de ce type-là et on s'est dit, voilà, on a une base de données qu'on pourrait ouvrir justement pour ces acheteurs-là. Ils peuvent voir les parcelles, ils peuvent voir la date de la récolte, ils peuvent voir les quantités. Et il y a aussi la garantie de la qualité de tous les produits qu'il y a eu, la traçabilité, ça c'est nous qui le garantissons. Et pourquoi ne pas ouvrir cette base de données aux différents acheteurs, justement, pour qu'ils puissent commander en meilleure relation, le producteur et l'acheteur, et on se fait payer au passage. Et on a commencé à travailler là-dessus. Mais aussi, ça pourrait représenter aussi une plateforme d'achat groupée pour les exploitants agricoles, justement. Si on connaît chaque producteur, qu'est-ce qu'il consomme, on pourra, au lieu d'acheter son ammonitrate chacun dans son coin avec des prix parfois exorbitants, c'est regrouper les achats et constituer une petite coopérative virtuelle de cette façon. C'est des achats et des ventes groupées donc, qui pourraient bénéficier énormément aux exploitants agricoles. Donc oui, on est dessus. On a été retardé par les différentes crises Covid à mettre en place, tout ça, mais ce projet est en cours et on n'a pas été à temps pour cette saison-là, la saison estivale où il y a le plus de production de fruits et le plus d'export. Mais je pense que d'ici 6 mois, cette plateforme sera en place et sera fonctionnelle. Donc, merci pour cette question. Vous vous projetez dans le futur de ce qu'on veut faire. Très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions maintenant à poser à l'ensemble de nos intervenants? Il nous reste, alors évidemment, on a temps à passer, il est déjà 12h30, mais s'il y a des questions, merci de les poser maintenant. Oralement, ça ira plus vite que par écrit dans le… Donc, question donc, sur la distribution française et éventuellement Carrefour, ce que nous a présenté Jean-Luc. Question à Mondaire sur l'organisation de la supply chain et puis aussi sur les bonnes pratiques pour mettre en place, pour créer un nouveau système de distribution en Inde
ou questions à Yasser. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, j'avais comment dire, un modèle en tête. C'est le modèle des 3 A que vous connaissez peut-être dans le domaine, je dirais, des produits, hein, du commerce, de la distribution. C'est quoi? C'est availability, c'est en anglais, hein, donc disponibilité, acceptability et affordability. Donc, un produit ou en tout cas une offre alimentaire doit satisfaire à ces 3 critères pour être, je dirais, adapté à… Est-ce que vous pensez donc, et peut-être à tous les intervenants là, pour que ce modèle-là, en tout cas pour que ces conditions-là soient réunies, est-ce que dans chacun dans votre activité, dans votre perspective, qu'est-ce qui est le plus important et où, dans quel pays aujourd'hui en Afrique, et je questionnerai spécialement l'Afrique, je poserai la question justement pour l'Afrique, où est-ce que ces 3 conditions peuvent être aujourd'hui réunies si on regarde donc les systèmes de distribution et logistique qui sont mis en place? Qui veut prendre la question? Alors Jean-Luc, si tu avais peut-être est-ce que chez Carrefour, vous aviez un peu ces 3 clés-là et sinon, si tu n'avais pas ce modèle-là, lequel tu avais? Non, le modèle principal que l'on utilise, parce que c'est toujours en vigueur, il y a déjà une question qu'il faut se poser. Moi, quand j'avais les équipes d'achat, c'est la question que je me posais fréquemment, est-ce qu'il vaut mieux acheter le moins cher possible? La réponse, forcément, on te répond oui à chaque fois, mais en fait, c'est toute une chaîne. Parce que j'ai eu des exemples et j'en avais conclu qu'à moins, c'était un exemple, à moins de 3% de gain achat, les gars ne switchaient pas de fournisseur. Parce que c'est déjà mettre en place toute une chaîne avec la traçabilité, avec les quantités, avec le taux de service, c'est très compliqué à mettre en place. Donc, si tu n'es pas livré, tu perds plus de chiffre d'affaires et donc de marge que si tu es livré un peu plus cher. Donc, bien sûr, j'étais payé pour pouvoir gagner de l'argent sur l'achat, mais en fait, il faut bien réfléchir et c'est là où il faut être proche des industriels transformateurs ou des fournisseurs quand on parle de produits bruts pour pouvoir créer une synergie entre l'industriel et le distributeur. Il y a beaucoup de problèmes où on est obligé de se mettre sur la figure, pour faire simple, quand tu travailles dans des métiers d'achat. C'est valable quand tu travailles avec Coca, c'est valable quand tu travailles avec Danone, parce que tous les prérequis sont déjà en place, que ça soit la traçabilité, le taux de service des fournisseurs. Et en fait, tu te rends compte que de toute façon, quand tu sais que 80% du chiffre d'affaires des produits de grande consommation sont faits avec 16 fournisseurs, eh ben, tu sais que tu es condamné de travailler avec ces fournisseurs-là. Donc, du coup, ce qui est très, très important, au-delà de la notion de prix, c'est le prix et tout le service et la collaboration que tu as à côté. Je te cite un exemple qui est un exemple qui peut paraître idiot. Un acheteur, c'était d'objectiver sur des ristournes ou sur un prix à l'achat, donc il ne s'occupe que de ces objectifs-là. Or, c'est une erreur. Quand tu vois dans certains circuits de distribution que tu as un problème, ce qu'on appelle les comptes palettes, c'est-à-dire les palettes qui sont consignées, celles que tu rends par rapport à celles que tu prends, tu as des fois des trous qui sont en centaines de milliers d'euros du côté de l'industriel et tu as l'acheteur qui va travailler en silo, qui va demander 2% ou 3% de réduction de prix. Déjà, s'il aidait l'industriel en collaborant et en essayant de réduire son trou financier par rapport à un compte palette, qui est l'exemple que je cite, déjà, il serait plus enclin à aller vers lui et à l'aider par rapport à l'achat. Donc, le côté win-win n'existe pas vraiment. C'est ce qui a été enseigné dans pas mal d'écoles de commerce, mais il y a un moment, c'est tarte à la crème. Il y en a un moment, c'est l'un qui gagne, et à un autre moment, c'est l'autre qui gagne, mais c'est un renvoi d'ascenseur. Donc, moi, je crois énormément au côté collaboratif que tu peux avoir avec les industriels. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai Merci répondu beaucoup. exactement à ta question.
Oui, oui, parfait, merci. Est-ce que quelqu'un veut peut-être, Yasser, un message pour conclure un peu ce webinaire? Je reste optimiste malgré les temps difficiles. Pourquoi optimiste? Parce que bon, on a pu observer que les changements peuvent être effectués rapidement. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous, la plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est de convaincre. On est face à un marché immature. Un agriculteur qui a plus de 50 ans, africain, n'est pas forcément très gourmand en termes de technologie, n'est pas habitué à utiliser la technologie. Surtout, c'est ce genre de technologie qui va lui dire comment faire son travail. Donc, il y a un problème d'acceptabilité, énormément de réticence. Déjà, dans les grandes structures, dans les grandes boîtes, même dans une banque qui travaille avec des systèmes d'information depuis 40 ans, si on leur amène un nouveau système d'information, il y aura une réticence. Imaginez une population qui n'a jamais travaillé avec la technologie. Donc, et on a souffert les premières années, mais là, je remarque qu'il y a eu que les changements sont de plus en plus rapides dans les mentalités et on mise énormément parce qu'il y a une prise de conscience, je pense, collective de l'importance de la production agricole, de l'importance de garantir justement de la pérennité des exploitants agricoles et des terres agricoles en général. Cette prise de conscience, on a remarqué que les changements peuvent être très rapides et tout reste dépendant du contexte dans lequel on se place. Juste par rapport à ça, sur votre question, dernière question, pour les 3A, le modèle 3A, je pense que les réponses seraient différentes il y a 5 ans que maintenant, où en temps de guerre, en temps de Covid, on va chercher plutôt la disponibilité des produits que les prix ou la traçabilité ou toute autre chose. Ça dépend du contexte justement dans lequel on est. Mais je rejoins exactement ce qu'est en train de dire Yasser, hein, ça a été le cas en France notamment. Dans les années 90, j'avais fait un sujet dans le cadre de mon mémoire sur le monde agricole et j'ai retrouvé le monde agricole en 2013 et ça avait complètement changé. On est parti des bottes en caoutchouc, les pieds dans la bouse pour faire simple, à aujourd'hui des chefs d'entreprise, ingénieurs agronomes. Ils ont des drones, enfin ils sont à un stade d'avancement qui est très élevé. Et du fait de la crise environnementale et de la crise économique dans beaucoup de pays, c'est ça ou mourir, quoi. Ils seront obligés de s'adapter. Exactement. C'est ça ou mourir, c'est le mot. On est en pleine Vincent, sécurité alimentaire, justement, et ça va dépendre énormément de technologie. Désolé, j'ai pris la parole comme ça, mais je pense que le secteur agricole en Afrique va être le secteur le plus gourmand en technologie durant les 10 ou 15 prochaines années. Vincent, un mot pour conclure de ton côté? Ah oui, mais Vincent a un problème de micro. Donc écoute, je conclurai à ta place. Bon, moi, ce que je retiens, c'est vraiment tout ce que vous avez dit là sur la technologie, sur les bonnes pratiques de gestion, de management, d'organisation de la grande distribution, également sur la supply chain. Alors nous, Convergence, on a, je dirais, vocation à faciliter tous ces processus-là. Et je le dis donc à toute notre audience là, donc il y a plus de 15 personnes là, qui étaient là ce matin. N'hésitez pas à nous contacter pour justement qu'on puisse peut-être mettre en place avec vous des projets qui sont des projets je dirais, fonctionnels, on va dire, qui touchent donc, qui répondent en fait aux besoins et aux enjeux de la sécurité alimentaire, du développement du secteur, en mettant, en mixant toutes les expertises nécessaires, la technologie, l'expertise métier, l'expertise d'accompagnement. Et ça, on le fera avec évidemment tous les acteurs concernés, bien sûr les agriculteurs et ceux qui sont et les producteurs, mais aussi tous ceux qui travaillent dans les écosystèmes et les autorités des pays concernés.
On a déjà commencé à le faire dans le domaine de l'énergie, hein, on est, nous, Convergence, sur des grands projets dans le domaine là, notamment sur des pays comme le Sénégal ou le Ghana. Et notre objectif, c'est vraiment sur ce secteur de l'agriculture aussi pour pouvoir fédérer tous les experts du secteur au service donc des enjeux et des problèmes, que les acteurs rencontrent aujourd'hui. Encore une question dans Merci le à chat. tous. Jean-Pierre, tu as encore une dernière question. Je peux poser une question, JP? Ah oui, j'ai pas vu. Donc, qui veut poser une Ça, question? Allez-y. Saad à tout le monde. Donc, quelle est la question? Pour l'instant, Saad n'a pas mis son micro. Donc, la question n'est pas dans le chat, hein, je vois, hein, c'est ça? Alors, s'il n'y a pas de question, désolé, on va vous libérer. Merci à tous. Vous recevrez donc le support évidemment de ce webinaire ainsi que le replay. Nous allons donc communiquer, bien sûr, donc tous les intervenants et tous les sujets dont nous avons parlé seront visibles auprès de notre communauté. Et l'objectif, c'est qu'évidemment, tous ceux qui sont sur le secteur et sont sensibles ou ont des problématiques, des besoins, des projets autour de ça, prennent contact avec nous. On a Sadiq au Sénégal qui est là. Vous aurez toutes ces coordonnées de toute façon dans le mail que nous vous adresserons. Pour ceux qui ont, merci à Monsieur Kodjane là, de récupérer toutes les coordonnées des personnes qui étaient là, qui n'ont pas forcément donné leurs coordonnées, de manière à ce qu'on puisse suivre et bâtir sur cette action. Merci à tous.